Donc il nous reste donc une quarantaine de minutes, ce qui est très bien pour discuter. Alors je vais lancer le tir en essayant de poser une question transversale, ce qui est pas forcément évident compte tenu de la diversité des aires géographiques et des configurations sociopolitiques qui sont couvertes par les différents exposés. Alors, je poserai juste une question pour laisser, et puis après peut-être on collectera des questions venant de la salle et puis on fera un premier jet de réponse. Donc, disons que moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est cette idée qui est revenue à plusieurs reprises, y compris ce matin, mais hier aussi, sur les structures ou les groupements de criminalité organisée ou mafieux comme auxiliaires du pouvoir local ou d'élite locale. Alors, ce que je propose déjà, c'est peut-être de revenir pour un moment un peu d'oublier le côté institutionnel, c'est-à-dire les structures institutionnelles du pouvoir local, et de plutôt parler des élites, des acteurs sociaux qui sont derrière ces structures. Et si on reprend les grands textes sur la question du pouvoir, par exemple, l'article sur le pouvoir dans le traité de sociologie de Raymond Boudon, là, de François, donc l'article est de François Chazelle, il dit en gros il y a 3 ressources de pouvoir fondamentales que sont la violence, l'argent et les idées légitimes. On voit bien que recourir à des structures de type mafieux ou de crime organisé, c'est un moyen pour, dans des situations où il y a un État moderne qui est affirmé ou qui essaie de s'affirmer, donc essaie de monopoliser les ressources de violence, finalement aux élites locales, pour utiliser cette ressource-là, ils vont devoir passer par des structures illégales, puisqu'il ne peut pas y avoir de violence légitime en dehors de celle exercée par l'État lui-même. Donc la question qui serait transversale aux 4 intervenants, ce serait premièrement qui sont ces élites locales qui ont recours, qui s'adossent à des structures criminelles dans chaque configuration. Et ça revenait dans chaque, sans forcément rentrer dans les détails, y compris au Cameroun par exemple, etc. On sent que ces élites locales ont une importance très grande dans l'équation. Donc, qui sont-elles? Alors, quels sont les enjeux? Pourquoi elles recourent à des structures criminelles? Pour défendre quoi? Pour défendre des intérêts économiques, pour défendre des intérêts ethniques, etc. Donc, qu'est-ce qui motive ces élites locales pour recourir à des structures criminelles? Et donc, ça pose la question de leur rapport avec les élites centrales, les élites de la capitale, les élites de l'État. Est-ce que c'est dans le cas de compétition ou de concurrence avec les élites centrales ou pas? On sent aussi que dans tout ce que vous avez dit, il y a aussi la question de est-ce que ces élites locales, elles sont plus homogènes en fait, ou est-ce qu'elles sont divisées entre différents groupes qui s'affrontent entre eux? Ce qui peut avoir des conséquences en termes justement d'usage de ces ressources de violence illégales. On voit qu'avec la Colombie, on a de multiples groupes qui s'affrontent, alors que dans d'autres pays, finalement, le recours au crime organisé, c'est par un certain type d'élite locale à des fins bien précises, et ça ne déborde pas ce contexte-là. Voilà, donc ça, c'est ma question, le rapport entre élite locale, élite centrale et recours à des structures criminelles. Et puis donc je propose qu'on prenne quelques questions dans la salle et puis après d'avoir des réponses. Qui commence? Déjà répondre à vos questions, c'est déjà un gros morceau. On peut peut-être. Merci Céline. Vous allez peut-être répondre, parce que dans votre question, il y a beaucoup de questions, donc peut-être c'est déjà assez riche pour les intervenants. Ok, faisons comme ça. Alors, un premier. Bien sûr. Vous permettez? Non,
j'accapare la parole et puis non, très, très rapidement, je voudrais ajouter quand même une chose à ce que vous dites, au constat que vous faites, qui est clair, et ça ressort de tout ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a aussi aujourd'hui un autre aspect qu'il faut prendre en compte. Et là, je vais me référer par exemple à la typologie de Pino Arlacchi, qui disait qui avait analysé la mafia des champs, la mafia des villes, qui n'était pas la même chose. Et je pense qu'il y a une troisième catégorie aussi, qu'on pourrait appeler la mafia des aéroports, c'est-à-dire la mafia internationale. Et il faut bien penser, bien comprendre aujourd'hui qu'on a des niveaux, et celle-ci, on n'en a pas parlé, c'est-à-dire la mafia, aujourd'hui, le côté mondialisé, le côté internationalisé et mondialisé de la mafia, qui joue aussi un rôle à ce niveau-là. Et donc, on a dans la mondialisation, si on considère, je veux dire, si on veut définir très schématiquement la mondialisation comme la percolation du global dans le local et du local dans le global, c'est-à-dire donc cet aller-retour permanent du local et du global, je crois qu'il faut intégrer aujourd'hui aussi cet élément de complexité qui est que les mafias ou les groupes criminels ou les phénomènes mafieux ont cette double dimension aujourd'hui, c'est-à-dire la dimension globale et la dimension locale, sachant que, caractéristiques de la mondialisation, on ne peut pas les distinguer. Donc, à la fois, par exemple, pour être concret, quand vous prenez en France les groupes criminels qui essentiellement se structurent à partir de la drogue dans les cités, il est évident que ces groupes criminels sont, d'une certaine manière, complètement interconnectés avec le trafic de drogue mondial. Et donc, vous ne pouvez pas faire une analyse, on peut toujours segmenter, mais si vous voulez avoir une approche complète, vous ne pouvez pas faire une distinction définitive entre les groupes des criminels des cités de banlieue et tout le background qu'il y a en termes de criminalité internationale, ne serait-ce que parce que, par exemple, l'approvisionnement des banlieues, il est fait justement par l'élite criminels de ces banlieues qui, eux, sont en connexion avec des groupes internationaux, que ce soit les Colombiens, etc. Donc, je crois qu'il faut aujourd'hui vraiment insister sur ce point, c'est qu'il n'y a plus de criminalité, peut-être que je schématise, mais en tout cas, il n'y a plus de criminalité strictement locale qui serait l'émergence d'un simple besoin local de régulation qui aurait été laissé par l'État. Et juste un mot complémentaire, vous référez à une typologie de Boudon, moi je me réfère tout simplement, mais je pense qu'elle se recoupe à peu près à la typologie de Max Weber, entre le pouvoir charismatique, enfin, le pouvoir traditionnel, le pouvoir charismatique et le pouvoir rationnel légal. Et on voit bien qu'il y a une espèce de dialectique entre ces trois niveaux, c'est-à-dire qu'en réalité, le pouvoir rationnel légal n'a pas fait disparaître ni le pouvoir charismatique ni le pouvoir traditionnel, et que la mondialisation a même peut-être ajouté un quatrième pouvoir qui resterait à définir, qui pourrait être une sorte de pouvoir néo-féodal ou communautarisé dans cette dimension sur laquelle j'insiste, qui est la dimension du global et du local. Oui, vous avez tout à fait raison, mais en fait, le sens de la question que je voulais poser, c'était plus sur les modalités de l'émergence de ces phénomènes mafieux ou de crimes organisés. Après, bien entendu, et c'est une dynamique sociale qu'on retrouve pas seulement dans le domaine de la criminalité organisée, c'est que toute ressource sous forme d'un groupement humain constitué qui va être utilisé par le pouvoir pour s'exercer tend à s'autonomiser. Donc l'exemple le plus fameux, c'est le droit. C'est-à-dire que le droit a été la ressource pour les États modernes pour se constituer, et c'est allé de pair avec une autonomisation de plus en plus grande des juristes eux-mêmes qui ne peuvent pas être considérés à partir d'un certain stade comme étant inféodés complètement au pouvoir de l'État. C'est-à-dire que la profession juridique s'autonomise, et on voit que c'est dans certaines configurations, ces groupements criminels s'autonomisent, se professionnalisent d'une certaine manière, développent des modalités d'action, les consolident, et voire même peuvent devenir concurrents de ces pouvoirs locaux dont ils ont été l'auxiliaire au départ. Donc plus ma question, c'est effectivement sur ces formes d'émergence
de groupements criminels et en fait qui les soutient, qui a recours à eux. Et justement pour comprendre pourquoi dans certains cas comme en Italie ça s'institutionnalise et dans certaines régions et ça devient des systèmes mafieux et pourquoi dans d'autres pays comme en France, parce que vous dites c'est une question de faiblesse de l'État, mais moi c'est une explication que je discuterais volontiers, c'est-à-dire ceux qui ont étudié vraiment sérieusement l'État français dans les années 50, 60, etc., au moment, enfin par rapport à la situation que vous décrivez, c'est que on a les rapports local-central extrêmement complexes en réalité et qu'on a le cumul des mandats en France qui fait que nos élites locales sont très bien implantées au niveau central. Donc, alors qu'en Italie, alors je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Italie, mais pour ce que j'ai entendu de certains colloques, on a une séparation qui serait beaucoup plus grande entre les élites locales et les élites centrales. Donc, d'où peut-être la tendance plus grande aussi des élites locales à s'appuyer sur ces ressources de violence illégale contre les élites centrales, alors qu'en France, c'est le même milieu finalement, les élites locales et les élites centrales. Donc, ils n'ont pas besoin de ça. Bon, je crois que, pour venir sur la réflexion, en Colombie, il y a deux sens. Une élite qui a des relations assez fortes avec les organisations au pouvoir criminel. Il y a une autre élite qui met en place plutôt des relations informelles, comment le clientélisme peut être au pouvoir. Effectivement, normalement, nous, au niveau de construction du territoire, on a eu depuis l'indépendance des difficultés pour avoir la présence de l'État dans tous les territoires colombiens. Et tout d'abord, il y a une élite locale qui est le pouvoir dans les territoires, qui est l'État dans les territoires, et il y a une élite nationale qui est le pouvoir national. Et cet accord se fait sur la base d'un contrat ou un respect, c'est-à-dire il y a une collaboration de l'élite locale pour élire le niveau national, le niveau étatique, mais après il y a un respect de l'élite nationale de pouvoir de l'élite locale sur le territoire. Il y a eu un moment où, surtout avec la menace pour certains pouvoirs qui représentent la guérilla, parce que la guérilla c'était peut-être une possibilité de mettre en place un autre ordre, on a eu les forces paramilitaires. Et à ce moment-là, l'élite locale dans certaines régions était très proche de ce modèle paramilitaire. C'est-à-dire que les paramilitaires, pas seulement ont eu une acceptation politique, voire même sociale. C'est-à-dire que la société en général de certaines régions, on était très proche des paramilitaires. Et de ce côté-là, pour certains élus locaux, pour faire la politique dans les territoires, il a fallu un accord avec les forces paramilitaires, c'est-à-dire une approche assez fort. Le résultat, c'est ce qu'on appelle la parapolitique. Mais c'était un besoin, c'est-à-dire pour faire la politique, il a fallu avoir des accords avec les paramilitaires, que c'était les ordres et l'État dans les territoires. Et de l'autre côté, il y a une élite qui a une relation aussi avec le narcotrafic, ou qui a eu une forte relation avec le narcotrafic, surtout dans les années 80 et 90, parce que les narcotrafiquants ont eu besoin de quelques réformes au niveau étatique. Une des réformes, c'était un outil pour la lutte contre les cartels des années 80, c'était l'extradition vers les États-Unis. Il a fallu à ce moment-là des réformes au niveau constitutionnel. Et à ce moment-là, il y avait une relation ou un accord pouvoir criminel du narcotrafic et l'élite locale et nationale pour faire des réformes au niveau national. Et en même temps, c'était narcotrafiquants en tant que pouvoir locaux qui avaient quelque chose que l'élite n'avait pas, c'est-à-dire c'est la représentation sur le territoire. Je crois que c'est dans les deux sens. Des fois, dans les deux voies, c'est-à-dire des fois, c'est une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire chaque partie a besoin de l'autre pour avoir un résultat favorable, soit des réformes, soit
la mise en place d'un état des choses, ou soit plus classiquement les voix qui sont sur le territoire et qui servent à élire les élus locaux et les élus nationaux. Oui, alors moi, pour répondre à votre question sur le lien local, national et groupe criminel, je vais parler de l'exemple sicilien que je connais mieux. Pourquoi Cosa Nostra s'est structurée, devenue aussi importante, je parle dans l'après-guerre, hein, donc à partir de 1945, on peut supposer que c'est aussi le fait que la Sicile bénéficie d'une autonomie régionale, donc c'est-à-dire d'un parlement régional qui a un pouvoir législatif, qui qui n'a pas besoin d'être validé par l'État central. Donc du coup, forcément, il y a un intérêt supplémentaire à capter ce pouvoir-là. La Democrazia Cristiana, dans l'après-guerre, a cherché évidemment à s'implanter dans le territoire, et son implantation est passée par l'appui que la mafia, il faut se remettre tout ça dans le contexte de la guerre froide, comme ça a été évoqué hier, hein, donc où la mafia a vraiment été vue comme un instrument de lutte contre le communisme. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était le bras armé de la démocratie chrétienne, mais en tout cas, si on pense au massacre de Portella della Ginestra en 1947, c'est bien, on va dire, la logistique mafieuse qui permet au bandit Giuliano d'aller tirer sur des paysans qui fêtaient la victoire de la gauche aux élections, qui étaient les premières élections régionales pour le Parlement sicilien. Donc ensuite, tout le système qui se construit, on parle de système de pouvoir local en ce qui concerne la DC en Sicile, tout ce qui se construit à partir des années 50, c'est justement sur l'alliance, sur le consenso, sur le consensus électoral évidemment qu'il est nécessaire de capter pour favoriser l'implantation du parti au niveau local. Ça, évidemment, comme toutes les pratiques clientélistes, ça se fait en échange de quelque chose. Donc l'échange, c'est l'infiltration mafieuse dans l'administration publique. Le sac de Palerme, donc l'opération de spéculation immobilière qui a lieu entre 58 et 62, 63, sous la direction de Salvo Lima, quand Salvo Lima était maire de Palerme, et Vito Ciancimino, assesseur aux travaux publics. Donc tous les appels d'offres qui ont été adjugés à des entreprises mafieuses à ce moment-là ne sont que l'échange. En fait, ils ont renvoyé l'ascenseur du consensus électoral qui leur avait été accordé précédemment, qui leur permettait d'ailleurs de gouverner la région avec une majorité absolue. Et le lien entre local et national, dans le cas de la Sicile, on part du local pour contaminer le national. C'est-à-dire que Vito Ciancimino était vraiment le référent politique, on peut dire, au niveau régional, et Salvo Lima monte en grade petit à petit et devient vraiment le référent politique au niveau national. Il était quand même le chef du courant andréotien de la DC, donc ça veut dire Andreotti, 7 fois président du Conseil, hein, en Italie, 33 fois secrétaire d'État. Donc ils sont très implantés au niveau politique. Ce ne sont pas des mafieux. Alors on a beaucoup spéculé sur l'affiliation ou non de Salvo Lima. Je ne relancerai pas le débat parce que je n'en sais rien. Mais on a vraiment on a une contamination pour la Sicile, en tout cas, qui part vraiment du niveau local. Mais je pense que c'est vrai pour les autres mafias aussi, hein. Elles ont toutes des parlementaires, des députés qui ne sont pas affiliés, mais qui sont particulièrement attentifs, on va dire, aux requêtes qu'ils reçoivent. Et du coup, on a une infiltration au niveau national qui se fait à partir des relations qui se tissent au niveau local. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Oui. Monsieur qui veut répondre. Pour faire très bref, je dirais simplement que le système politique au Cameroun repose sur une gouvernance où des figures politiques sont issues de toutes les régions. Donc le combat n'est pas tant entre les figures régionales et les figures centrales, mais le combat est au niveau régional, c'est-à-dire les figures politiques vont davantage se battre pour être mieux vus par le leader central, c'est-à-dire le président de la République. Et dans le cadre justement de Boko Haram, que j'ai qualifié de groupe de 100 pas,
son appropriation de ce terme générique, c'est devenu un terme générique, pour justifier de tout, pour parler de tout. Et ça fait que les élites au niveau régional s'appuient sur leur maîtrise, justement, sur leur soi-disant, je préfère le dire ainsi, maîtrise de ce groupe pour asseoir leur position de pouvoir au niveau régional. Et ça fait que le leader principal et perpétuel, c'est-à-dire le président de la République, se dira tel ministre de telle région est à même, justement, de négocier la libération des otages. Ça a été vu pour le cas de la famille Mounier, la famille française, et le père Van der Butch. Et la représaille qui a été faite à celui qui a mené la négociation, c'est qu'il a été dit, justement, bon, ça reste encore à prouver, qui n'a pas tout versé le cash au groupe, justement, de Sampa Boko Haram. Ce qui fait qu'en 2014, d'aucuns disent que l'incendie et l'enlèvement de la femme du vice-premier ministre camerounais n'est que la conséquence de la mauvaise négociation avec ce groupe de Sampa Boko Haram. Oui, alors comme j'avais pris le micro, je vais me permettre de réagir en premier et brièvement parce que je vois que ce débat suscite un certain nombre de réactions assez vives. Sur la question nationale, locale, quelques toutes petites pierres que je souhaiterais apporter à ce débat. Il me semble que depuis 20-25 ans, les situations françaises et italiennes ont quand même largement convergé à la suite des lois de décentralisation, notamment du point de vue des élites, hein, c'est-à-dire avec les lois de 90 en Italie, les élites nationales sont désormais aussi largement issues des élites locales, notamment les grands-maires des grandes villes qui deviennent des figures nationales à la suite. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, parce que vous parliez bien des conditions d'émergence initialement des activités mafieuses, mais dans quelle mesure ça a changé les choses, je me le demande. Et plus largement, j'ai une interrogation justement sur la décentralisation qui traverse un certain nombre de contributions qu'on a entendues hier et aujourd'hui. Monsieur de Maillard avait l'air de dire que l'âge d'or du crime organisé en France était avant la décentralisation. Moi, du point de vue de l'urbanisme, je constate plutôt que la décentralisation a engendré des formes de corruption, de clientélisme à l'échelle locale qui n'existaient absolument pas avant. Et quand j'entends un certain nombre de hauts fonctionnaires italiens hier qui disaient qu'ils regrettaient presque le moment où il y avait le tampon de l'État qui validait les actes communaux, municipaux, régionaux, ça permettait au moins, à tout le moins, de vérifier une certaine forme de légalité. Voilà. Donc, mais j'ai pas de réponse, mais je me demande en effet si la décentralisation, les différentes formes de décentralisation accentuent ou au contraire limitent voilà, les formes de pénétration et d'infiltration mafieuse. J'aurais juste une autre question, mais alors là, vous pouvez la garder pour plus tard, mais c'est pour Charlotte, à propos de Rome, puisque Monsieur Delpech, vous insistez là sur la question des élites, dans le rôle des élites, dans là aussi les formes d'infiltration et d'émergence de la mafia. Du point de vue du géographe, j'aimerais mettre en avant la notion en fait de territorialisation des mafias, en prenant le territoire dans un sens très large, donc bien sûr les élites, la société, et de ce point de vue-là, je crois que, comme le suggérait Fabrice Gesnet au café, il y a une forte différence entre la France et l'Italie, mais aussi, si on prend le cas de Rome, les spécificités historiques, capitale jeune, contestée, croissance rapide, brutale, sociale, pas de prolétariat, pas de bourgeoisie industrielle, géographique, extension de la commune, en termes de type de gouvernance, faiblesse du gouvernement local, dépendance structurelle aux grandes familles, autrefois aristocratique, maintenant les grands condottieri, tout ça, sans doute, conditionne les types de développement et les modalités d'infiltration des activités criminelles, il me semble, dans la sphère publique. Voilà. Donc, moi, si vous avez des réactions, je suis tout à fait intéressé. Et merci pour vos interventions très stimulantes. Merci. Ma question s'adresse à Jean de Maillard. Vous avez évoqué tout à l'heure une forme de déni politique et de cécité de la justice et de la police face à la situation que vous avez décrite. Le constat est très fort, je ne le conteste pas,
mais je vois derrière le constat un enjeu de conception et de construction de politique publique. Et je voudrais savoir, de votre point de vue, quels devraient être les déterminants, les leviers sur lesquels il faudrait agir pour concevoir et mettre en œuvre une telle politique publique. Merci. Ça fait beaucoup de questions, mais ça permettra, il y a du rebond. Moi, c'est une question dans le droit filé de l'intervention de Thierry et des deux intervenants sur l'idée qu'il y aurait peut-être une rupture. Le diagnostic de Jean de Maillard à la fin, mais vous ne nous en avez pas dit assez. C'est-à-dire, on s'attendait à qu'il y ait plus de développement sur finalement le cas français, pourquoi il est si nouveau. Et du coup, je pose la question aux trois autres aussi intervenants. Est-ce qu'on peut parler d'un virage, d'un tournant qui serait dans les années 80, 90, 2000 à identifier, qui permet de dire que la mafia dont on parle aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans tous les pays. Et donc on est dans une nouvelle histoire à bien des égards. On le voit dans les termes, hein. On parle d'État local, on essaye de reformuler, on essaye de trouver de nouveaux termes pour qualifier cette évolution. Et moi, je pose la question du coup aux quatre intervenants, mais ça fait écho aux deux questions précédentes. C'est est-ce que dans une perspective historique, vous vous rejoignez pour dire que ce que vous observez sur le contemporain des 20 dernières années est en train de nous raconter quelque chose qui se décale par rapport à tous les travaux classiques, que ce soit sur la corruption, le clientélisme, les mouvements partisans, la décentralisation. Et on y reviendra tout à l'heure, hein, parce qu'on anime deux tables rondes cet après-midi, mais pour moi, vous parlez beaucoup de décentralisation aussi. C'est-à-dire que j'entends souvent de la nouvelle décentralisation qu'on ne connaît pas très bien d'ailleurs. Alors, d'abord, pour répondre à la première question, je n'ai pas parlé d'âge d'or. S'il y a eu un âge d'or en France de la criminalité organisée, je pense que c'était surtout l'âge d'or de l'État, c'est-à-dire que l'État avait une maîtrise et un contrôle qu'on peut qualifier de quasiment total de la criminalité organisée. Il n'existait de criminalité organisée que celle qui était autorisée par l'État. Donc ça veut dire que son périmètre, son champ, son domaine, etc., tout ça était sous contrôle. Et sous contrôle par l'intermédiaire de la police, c'est-à-dire que la police, en fait, avait un rôle de régulation de la criminalité organisée. C'était le négociateur. Hein. Les flics parisiens étaient très clairement les négociateurs avec le milieu, et négociateurs qui pouvaient tantôt favoriser l'un, tantôt favoriser l'autre, tantôt faire tomber l'un, tantôt faire tomber l'autre. Mais on n'était pas du tout dans une logique moniste de répression d'un État rationnel légal, comme je disais tout à l'heure, qui ferait appliquer la loi et point final. Ce n'était pas du tout ça. Effectivement, la grande question qui s'est dégagée aussi bien des débats d'hier que d'aujourd'hui, et qui est très intéressant, parce que je pense que c'est assez nouveau, c'est de mettre au cœur de cette problématique criminelle la question de la décentralisation. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait commencer à très nettement réfléchir, parce que il est clair que la société a horreur du vide, hein, comme la nature. Donc, lorsque une institution qui a un pouvoir voit ce pouvoir se diminuer, s'éroder, etc., elle est immédiatement remplacée. Bon. Donc, la décentralisation a eu cet effet de déplacement du pouvoir politique, de segmentation, de fragmentation, etc. Et ça a été une aubaine. Et la décentralisation est un phénomène qui s'est déroulé parallèlement à la mondialisation. Ce sont deux phénomènes qui sont liés. Hein. Bon, donc je pense que c'est un point qui doit être mis aujourd'hui, et ça peut commencer à répondre à votre question, mais je ne pourrais pas y répondre complètement parce que sinon je serais ministre de l'Intérieur, de la Justice et Premier ministre en même temps, de savoir quelles sont les politiques publiques qu'il faut mettre en place. Je pense que déjà il faudrait commencer à réfléchir sur justement
et là je réponds aussi en même temps à votre question, sur aujourd'hui l'apparition d'un modèle qui est en train de se rapprocher un petit peu partout. C'est-à-dire que les organisations strictement mafieuses qui pouvaient rentrer dans le cadre d'une définition très italienne de l'article 416 bis, même pas très italienne, très sicilienne ou très méridionale de l'Italie de l'article 416 bis, on voit qu'aujourd'hui ce modèle ne répond plus à l'expansion de la criminalité organisée et qu'en France, avec à la fois, donc ce que je n'ai pas eu le temps de développer, l'arrivée des mafias internationales, des mafias étrangères en France, qui s'implantent en France, d'une situation corse où on voit véritablement des phénomènes mafieux qui se rapprochent de plus en plus, cette fois-ci en sens inverse, de ce qu'on pouvait voir en Italie, en Sicile, avec des organisations. Alors, il y a des différences, hein, bien sûr, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on voit quand même déjà l'omerta, l'assujettissement, l'intimidation. Ça, ce sont des choses qui aujourd'hui existent en Corse. Hein, et la Corse est devenue un territoire d'activité mafieuse, ce qui n'était pas le cas dans les années précédentes. Bon, donc on voit qu'il y a une espèce de modèle qui est en train de s'installer, de s'étaler, de criminalité organisée dans lequel les mafias s'ouvrent sur d'autres aspects criminels et les organisations criminelles très différentes de mafias commencent, elles, à adopter des caractéristiques propres aux mafias. Donc, en ce qui concerne les politiques publiques, je ne peux pas donner, moi, des directions sur ce qu'il faudrait faire. Je dirais, la première direction, c'est justement de prendre conscience de cette uniformisation relative, bien entendu, mais en tout cas de cette convergence, me semble-t-il, de la criminalité organisée vers un ensemble qui pourrait se trouver validé dans des configurations socio-historiques ou sociopolitiques qui sont assez différentes, ce qui n'était pas le cas autrefois. Juste deux ou trois remarques. Premièrement, la structuration de la criminalité mafieuse s'est faite en Italie, en particulier en Sicile, par le mouvement de centralisation de l'État. Donc, penser que l'émergence de la mafia s'est faite là où l'État est faible, et je pense que est une erreur dans la mesure où c'est précisément quand l'État italien se construit avec l'unité qu'il y a un processus de centralisation et que l'État met en place des relais localement pour se construire, que la mafia émerge. Deuxième remarque que je ferai, c'est les travaux de Marianne Matar, les travaux Salvatore Lupo, historien de la Sicile, la criminalité mafieuse, qui le montre très bien. Deuxième remarque, je crois qu'il faut rendre hommage aux juristes italiens. Parce qu'en créant le 416 bis, ils ont créé la possibilité de créer un scénario judiciaire, c'est-à-dire de regrouper des enquêtes, de formaliser, montrer qu'il y a une forme d'organisation dans les pratiques criminelles, etc. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir, d'un point de vue épistémologique, comment un certain nombre d'auteurs, et encore aujourd'hui, cherchent à rendre conforme ce qu'ils observent sur le terrain au modèle judiciaire élaboré par le 416 bis. Donc voilà, en fin de compte, les juristes nous ont transmis un outil de travail. Voilà, ça c'est une deuxième remarque. Et la troisième remarque que je ferai, c'est que par rapport à hier, d'un point de vue épistémologique, ce qui est intéressant, c'est que les juristes hier nous invitaient en fin de compte à sortir des logiques dichotomiques, à décloisonner, à voir plutôt les fluidités. L'un des intervenants, je crois que c'était personne de Aviso Pubblico, qui disait précisément qu'il faut abandonner le terme d'infiltration parce qu'il pose problème d'un point de vue de la démarche intellectuelle. Et alors qu'aujourd'hui, on est davantage, quand je vous écoute, dans des démarches beaucoup plus dichotomiques. Voilà, j'ai remis quelques termes de capture de l'État, d'opposition, d'État faible, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant d'un point de vue épistémologique, comment on a glissé entre hier et aujourd'hui. Voilà, ça m'interpellait. Donc, désolé, je vais monopoliser un tout petit peu la parole, mais je suis obligé de répondre à votre première et troisième observation. Première observation, certes,
ce n'est pas contestable. C'est la construction de l'État italien qui va être un des facteurs peut-être même déterminants de la construction, en tout cas du système mafieux, de l'organisation mafieuse telle qu'on l'a connue après. Mais c'est justement par sa faiblesse que l'État central italien dans le sud de l'Italie va avoir besoin, pour sa propre reconnaissance, de s'appuyer sur ses élites prédatrices qui sont issues des milieux qu'il veut contrôler parce qu'il n'a pas la possibilité de les contrôler directement. Le prêtre, le banquier, toutes les élites intermédiaires n'ont pas de prise direct. Et donc la mafia va jouer ce rôle. Il va le jouer d'ailleurs dans un premier temps au travers des gérants des latifondiers. C'est de là que ça part aussi. Donc c'est vraiment ces couches intermédiaires, mais qui sont, elles, issues de la base et qui vont faire le lien. Et ensuite, est-ce qu'il y a une dichotomie entre ce que nous disons aujourd'hui et ce qui a été dit hier? Moi, je ne le vois pas personnellement. Je pense que ce qui caractérise aujourd'hui la situation sur le plan de la sociologie politique, partout, c'est jusqu'à présent l'affaiblissement de l'État. Ceci dit, on est peut-être en train d'assister aujourd'hui, en tout cas en France, mais je ne pense pas simplement en France, à une réorganisation de l'État sur de nouvelles occurrences, sur de nouvelles visions, de nouveaux principes. On voit par exemple en France qu'il y a, autour du thème de la sécurité, une volonté de reconstruire un État sécuritaire qui était une perspective qui avait été complètement abandonnée dans les années précédentes, jusque très récemment. Et ce sont les attentats, etc., tout ce que vous connaissez, qui fait qu'il y a cette nouvelle réflexion sur le rôle sécuritaire de l'État, avec une volonté en France, par exemple, très caractéristique, de reprendre en main la sécurité. Et justement, et j'y fais allusion parce que c'est très intéressant, je pense, à étudier, c'est que pour cette reprise en main, on va, en France, exclure le juge. Le juge est de plus en plus exclu de la reconstruction d'un système sécuritaire. C'est au travers des services de renseignement et au travers de la police, et le juge est complètement occulté. Donc, tout ça est peut-être aussi en train de changer. Oui, alors pour répondre, alors d'abord à Aurélien sur la territorialisation des mafias, tu as tout à fait raison hein, sur tout ce que tu dis, enfin le lien avec les élites, les grandes familles, voilà, tout ce que tu as dit sur le développement de la capitale. Pour Mafia Capitale, on a, comme je l'ai dit, un modèle qui est différent en termes de contrôle du territoire. Il n'est pas assimilable aux mafias traditionnelles. On a donc une évolution, on peut dire, du rapport au territoire, en tout cas dans le cas de Mafia Capitale, et c'est d'ailleurs pour ça que tout l'enjeu du procès sera de déterminer si oui ou non ça relève du 416 bis. Et pour Mafia Capitale, on a la dimension fondamentale des affinités politiques, avec tout un terreau qui est en germe depuis les années 60-70 voilà, une forte présence de l'extrême droite, du néofascisme, qui du coup rend la situation un peu vraiment singulière dans le cas de Rome. Et je pense que le rapport au territoire doit se lire avec le rapport aux politiques, forcément. En revanche, si on prend le cas de l'Ndrangheta, donc l'implantation de l'Ndrangheta dans le nord, hein, je parle par exemple en Lombardie, on a en revanche une exportation du modèle mafieux traditionnel, c'est-à-dire qu'on va reprendre les mécanismes de contrôle du territoire qui sont établis dans la Lochride, Reggio Calabria, tout ça, et ils les implantent tels quels en Lombardie. C'est pour ça qu'on a par exemple le cas de Bucinasco et d'autres bourgades de la périphérie milanaise, où on a vraiment le même système de contrôle du territoire, c'est-à-dire on a les ndranghetisti qui vont demander l'extorsion, enfin qui vont demander le pizzo, et tout ça du coup pour maintenir un contrôle on ne peut plus traditionnel en fait sur le territoire. Donc même si c'est un territoire d'émigration, hein, mais on a une implantation qui est totalement traditionnelle. Donc c'est pour ça que là je pense que
d'où la singularité et l'intérêt du cas Mafia Capitale, on a justement un rapport au territoire qui est complètement différent. Mais si on s'en tient à la définition juridique du 416 bis, on a quand même ce pouvoir d'intimidation, cette méthode mafieuse qui, du coup, permet de contrôler, alors pas le territoire stricto sensu, mais de contrôler en tout cas les acteurs économiques du territoire. Et voilà, ça me semble être quelque chose d'important. Quant au développement de la mafia, alors par rapport à la centralisation, oui, alors je comprends évidemment, c'est quand on crée l'État unitaire, sauf que ce que dit Marianne Matar-Bonucci, c'est que si l'État moderne avait été fort, le développement de la mafia aurait été impossible. C'est donc pas le fait de l'État centralisateur, c'est le fait que l'unité, enfin la centralisation de cet État a été, en fait, a montré toutes ses faiblesses. Et l'incapacité des Piémontais, on parle beaucoup de Piemontizzazione, donc le fait d'avoir étendu l'État piémontais à l'État italien, ce qui d'ailleurs dans les nouvelles lectures du Risorgimento qui émergent maintenant est vraiment de plus en plus perçu par les méridionaux comme une espèce d'ultérieure colonisation. C'est là en fait que se joue le rapport paradoxal qu'ont les populations méridionales à l'État. Il se joue là, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression, enfin en tout cas, c'est pour ça que la mafia, l'État central, oui, mais il apparaissait de toute façon comme lointain et comme dirigé par des gens qui ne connaissaient pas la réalité locale. C'est bien pour ça qu'on ne demande pas à des Napolitains, hier je ne sais plus qui a évoqué l'enquête Franchette Sonnino à juste titre, mais oui, monsieur Jacques de Saint-Victor, qui, évidemment, on envoie des Piémontais. Enfin, on envoie des gens du Nord aller étudier le Sud. On ne demande pas aux méridionaux de parler de leur territoire. Et ça aussi, c'est symptomatique de cet État qui, en essayant, alors certainement en voulant bien faire, hein, mais qui, en fait, ne perçoit pas la différence culturelle qu'il y a. Et c'est dans cette différence culturelle que la mafia va se construire et se forger, se développer. Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Bien sûr, ils vont chercher, bien sûr. J'entends bien, mais vous citiez Marianne Matar-Bonucci. Marianne Matar-Bonucci dit « Avec un État fort, il n'y aurait guère de mafia possible ». Dans son introduction de... Donc c'est là-dessus, je veux pas tomber dans le je suis pas en train de parler d'une subculture au sud. Je dis que c'était des territoires qui avaient des problématiques qui étaient caractéristiques de ces territoires, dues à la domination du royaume de Sicile, au féodalisme qui a été très présent jusqu'au début du XIXe siècle. Et on ne pouvait pas traiter ces régions-là comme, enfin, appliquer en tout cas des solutions qui étaient appliquées au nord. Il y a eu, quand on parle de faiblesse, c'est pour ça, c'est qu'il y a eu une faiblesse d'un point de vue décisionnel. Il n'y a personne qui a compris qu'il y avait des spécificités liées à ces territoires-là. Et c'est pour ça que l'État central a eu une espèce de déficit de légitimité, un déficit d'autorité qui, évidemment, a profité aux organisations criminelles. Non, mais pardon. Là, il y a un débat qui peut être immense sur
Est-ce qu'on a le droit d'employer le mot culture ou pas? Je pourrais intervenir 1 heure là-dessus, c'est pas le problème. Je propose qu'on écoute parce que là, on approche vraiment de la fin qui est largement même dépassée. Donc, on donne encore la parole à Eric et Angèle pour répondre aux questions. Je pense que le débat, ce qui est super intéressant, État fort ou État faible, en tout cas, toutes ces formes adjectivales qu'on donne à l'État, à partir de mon terrain de l'extrême nord du Cameroun, je note que parfois, on reste nostalgique de l'État wébérien qui a le monopole de la violence symbolique sur le peuple. Or, à partir justement de tout ce qu'on a entendu hier, les groupes mafieux, les groupes criminels, on devrait, de mon point de vue, s'interroger sur cette capacité de l'État à avoir encore ce monopole de la violence. D'où le fait qu'il faut peut-être accepter que cet État doit davantage s'interroger. Parce que, est-ce que, parlant d'État, et là je reviens sur le débat qui oppose le collègue à Charlotte, c'est quel modèle d'État? Est-ce qu'il y a un référentiel de modèle d'État universalisant? Est-ce qu'il n'y a pas des sociétés qui doivent bâtir à partir de leurs propres éléments contextuels, justement, la forme d'organisation qu'ils voient pour leur société? Alors, si on appréhende ça, on va, de mon point de vue, intégrer qu'avec l'évolution du temps, l'État n'est plus le seul acteur qui maintient la violence. Et l'autre élément que je vais soulever, toujours sur ces formes adjectivales, c'est qu'à l'extrême nord du Cameroun, l'État n'est pas absent. Je partage votre point de vue. Il n'est pas faible. C'est que ceux qui sont dans des positions institutionnelles, soit utilisent cette position pour davantage servir leur image, on parle d'élite politique, pour construire leur image. Et lorsque même les petites gens ont des difficultés sur ce terrain-là, ils se réfèrent encore aux institutions qui symbolisent l'État. Et c'est là où, dans mes perspectives, il serait intéressant que l'État accepte d'intégrer d'autres modes de réflexion, tels la place des émotions. Parce que les émotions nous permettent justement de sortir d'une forme de codification de l'action de l'homme. On ne peut plus être aujourd'hui de penser qu'il faut mécaniser la façon de construire le développement. Non. À partir de la notion d'émotion, de mon point de vue, on peut accepter que l'État, plus ou moins aujourd'hui, quelles que soient les sociétés, a failli et qu'il y a d'autres approches de recherche, d'autres éléments qui peuvent nous permettre de retisser le lien social avec les populations. Merci, Angèle, pour terminer. Ok. Bon, quelques réflexions aussi. C'est vrai, je ne connais pas les cas italiens, même pas les cas français, mais je peux vous parler du cas colombien. Pourquoi État faible, État fort? Parce que je crois que nous avons besoin d'État, nous avons besoin d'un monopole de la violence. On était un État où il y avait, comme je viens de montrer, plusieurs acteurs armés, acteurs avec une violence assez forte, avec des massacres et avec des cooptations de ressources publiques. Dans ce sens, on a besoin de construire une forme d'organisation plus qui monopolise peut-être la force, parce que nous, normalement, on est conduit à un paradoxe, c'est-à-dire, normalement, pour pacifier le pays, on finit par avoir des désaccords avec les organisations criminelles. Hier, la FARC, par exemple, était une organisation criminelle. Aujourd'hui, il fait le transit à un parti politique. Oui, dans cette logique d'une seule forme d'organisation avec le monopole de la violence. Mais en même temps, aujourd'hui, en Colombie, il y a pas mal de travaux dans le sens de construire cet État avec une approche territoriale. Dans cette logique, je crois qu'on sort de la dichotomie État faible, État fort, pour entrer dans la discussion que je parlais pour finir mon intervention, c'est-à-dire de différentes formes de l'État local, un État parallèle, un État transitionnel, c'est-à-dire de trouver dans tous les territoires cette représentation de l'État et les logiques et l'approche depuis les territoires, en gardant toujours
cette but de diminuer les pouvoirs locaux, mais ce pouvoir criminel et ce pouvoir armé pour passer à une logique de contrôle de la violence, même si je crois qu'il va rester toujours des violences parce que malgré nous, on produit un bon produit, que c'est la drogue, est très demandé, soit aux États-Unis, soit en Europe, et ça va être toujours des ressources pour les conflits armés ou pour les conflits sociaux et les conflits économiques. Et par rapport à la décentralisation, je crois que la décentralisation, de mon côté, je crois qu'il y a des effets très positifs, mais dans le cas de la Colombie aujourd'hui, on met la réflexion aussi sur une sorte de révision du modèle de décentralisation pour faire des arrangements, d'améliorer les modèles et revenir encore une fois sur cette idée d'un modèle, mais en passant pour les logiques du territoire, parce que pas tous les territoires ont la même présence des acteurs armés, et même pas tous les territoires n'ont pas les mêmes relations élite politique locale et élite politique étatique. Donc merci à tous pour cette séance qui a été très très riche.